Donald Trump a été décrit comme paniquant et convoquant une réunion d'urgence dans la Situation Room avec les principaux membres de son cabinet, pendant que l'Iran rejetait catégoriquement ces affirmations selon lesquelles il aurait accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz et de se rendre de fait. Une certaine diplomatie semble croire que si une phrase est criée assez fort, la réalité finira par la signer. La position de l'Iran, telle qu'elle est décrite ici, était qu'il n'avait accepté absolument rien de ce que Trump racontait, qu'il s'en tenait à son cadre de négociation en 10 points, et que Trump mentait tout en essayant de manipuler les marchés. Washington traite parfois le marché comme un rideau de Seine. Il suffit de l'agiter assez fort, et peut être que le public ne verra pas le décor s'effondrer derrière. L'Iran disait maintenant qu'il allait fermer complètement le détroit d'Ormuz. Auparavant, comme geste de bonne foi, il avait permis à certains navires de passer par une route coordonnée, mais il disait maintenant qu'aucun navire ne pourrait franchir le détroit parce que les États-Unis maintenaient leur blocus naval du golfe Persique et que Trump continuait de mentir sur la position de négociation de l'Iran tout en le menaçant pendant une période de cessez-le-feu au cours de laquelle des négociations étaient censées avoir lieu. Il est toujours délicat d'appeler cela un cessez-le-feu quand on parle comme un homme qui auditionne pour un canon. Selon ce récit, le détroit d'Ormuz a été fermé et le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé à tous les pétroliers du golfe Persique que si l'un d'eux s'approchait de la sortie du détroit, il serait pris pour cible. 2 pétroliers indiens qui auraient cru avoir la permission de s'approcher auraient été visés par des tirs du CGRI. Un message audio transmis sur le canal 6 a été décrit comme un avertissement de l'Iran aux pétroliers locaux, selon lequel le détroit demeurait fermé, qu'il ne serait rouvert que sur ordre de la direction iranienne, et non à cause des publications de quelques idiots, que tout navire voulant passer devait demander la permission de l'Iran, et que tout bâtiment lié aux ennemis de l'Iran serait visé s'il tentait de franchir le détroit d'Ormuz. Le siècle offre parfois l'étrange spectacle de routes pétrolières discutées comme si elles étaient une propriété personnelle administrée depuis un fil de réseau social. L'affirmation selon laquelle Trump paniquait n'était pas présentée comme une simple opinion. Le Wall Street Journal aurait publié une enquête fondée sur plusieurs sources proches de Trump, le décrivant comme paniqué par cette guerre. Le portrait qui en ressortait était celui d'un homme essayant de projeter de la bravade, tout en arpentant la Maison Blanche, sans plan clair ni intention précise, puis revenant à ses histoires de salles de bal et de projets architecturaux dès qu'il devenait nerveux. Empire, marbre, lustre, le vieux réflexe consiste encore à redécorer la pièce pendant que la carte prend feu. Ce portrait était sévère et ouvertement méprisant. La réunion d'urgence dans la Situation Room aurait réuni J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Scott Bessent, la chef de cabinet Susie Wiles, Steve Witkoff, le directeur de l'RCIA John Ratcliffe, ainsi que le président des chefs d'état-major interarmé Dan Kane. Le rassemblement était présenté à la fois comme frénétique et profondément peu impressionnant. Une table pleine de titres ne se transforme pas toujours en une table pleine de stratégie. Un haut responsable américain aurait indiqué que compte tenu de ce qui se déroulait dans cette réunion d'urgence, la guerre pourrait reprendre dans les jours à venir s'il n'y avait pas rapidement de percée avec l'Iran. L'atmosphère plus générale au Moyen-Orient était aussi décrite comme marquée par l'attente d'une escalade. Peu après avoir quitté la réunion, Trump a publié un message saluant Israël comme un grand allié des États-Unis, le qualifiant de courageux, audacieux, loyal et intelligent, et l'opposant à d'autres qui auraient montré leur vrai visage dans les moments de tension. Il a dit qu'Israël se battait durement et savait comment gagner. Dans ce style de prose présidentielle, la géopolitique est souvent réduite à un classement de cours d'école avec des conséquences nucléaires. Plus tôt le même jour, Trump avait tenu ce qui a été décrit comme une étrange conférence de presse dans le bureau ovale avec Joe Rogan, en signant un décret lié aux psychédéliques. L'événement a été présenté comme une tentative évidente de détourner l'attention de ce qui était décrit comme l'une des manœuvres les plus effrontées de manipulation des marchés de la part de Trump. Son affirmation, faite le vendredi précédent, selon laquelle un accord avec l'Iran avait déjà été conclu, alors même que l'Iran n'avait accepté aucune des choses que Trump affirmait publiquement.
L'art de gouverner moderne a pris la mauvaise habitude de se mettre en scène quelque part entre une salle de marché et un numéro de variété. La critique ici n'avait rien de subtil. Trump était accusé d'avoir alimenté les médias en fausses affirmations que certains reporters se contentaient de répéter, pendant que la véritable histoire du détroit d'Ormuz et de ce qui se passait en Iran était ignorée. Il y a des jours où certains milieux médiatiques ressemblent moins à des salles de presse qu'à des chambres d'écho très dociles avec un bon éclairage. Lors de cette conférence de presse, Trump a dit que l'Iran essayait encore de fermer le détroit, qu'il jouait au plus fin, qu'il ne pouvait pas faire chanter les États-Unis et que des informations seraient disponibles d'ici la fin de la journée, parce que des discussions étaient en cours. À la fin de la journée, toutefois, aucune information de ce genre n'a émergé. Cela a été présenté comme un autre exemple du fait que Trump ment sur tout. L'échéancier était assuré, la preuve l'était beaucoup moins. Dans l'extrait qui a suivi, Trump était montré en train de se vanter que personne n'avait jamais tenu tête à l'Iran auparavant, que son administration l'avait fait, que l'Iran n'avait plus de marine, plus d'armée de l'air, plus de dirigeants et essentiellement plus rien. Il a dérivé sur le changement de régime, sur des navires remontant vers le Texas et la Louisiane, et il a insisté sur le fait que tout allait très bien et que davantage d'informations viendraient d'ici la fin de la journée. Quand les faits refusent de coopérer, le monologue a souvent tendance à s'allonger. De son côté, l'Iran aurait répondu sur ses réseaux sociaux par un message se moquant de la conduite de Trump en parlant d'une diplomatie d'amateur. Au même moment, des informations ont émergé selon lesquelles les États-Unis se préparaient, dans les jours à venir, à arraisonner et saisir des pétroliers et navires commerciaux liés à l'Iran dans les eaux internationales. Cette mesure potentielle a été décrite comme une étape presque certaine de provoquer une réponse iranienne et de pousser la crise vers une escalade encore plus grande. On retrouve ici un réflexe atlantique bien connu, appeler cela de la stabilisation, ajouter de la pression, puis feindre la surprise quand la température monte. La marine du CGRI a ensuite émis un avertissement plus formel. Aucun navire, a-t-elle déclaré, ne devait quitter son mouillage dans le golfe Persique ou dans la mer d'Oman. Le détroit d'Ormuz, a-t-elle dit, avait été fermé après que l'Iran eut auparavant permis à des navires non militaires de passer par le corridor de l'Arak, une route longeant de près la côte iranienne où le passage était coordonné et soumis à péage. Selon ce récit, l'Iran était prêt à garder ce corridor ouvert, mais dès que la partie américaine a violé les conditions du cessez-le-feu et refusé de lever son blocus naval, Téhéran a fermé même cette route. Le CGRI a averti que tout navire s'approchant du détroit serait considéré comme coopérant avec l'ennemi et pourrait être visé. Il a ordonné aux armateurs de ne suivre que les canaux officiels de la marine du CGRI et le canal 6, et a déclaré que les propos du président américain au sujet du détroit d'Ormuz et du golfe Persique n'avaient aucune crédibilité. Dans certaines administrations, la crédibilité est traitée comme une ressource renouvelable, même quand on la dépense à vitesse industrielle. Le chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien a lui aussi publié une déclaration rejetant les affirmations de Trump faites le vendredi précédent. Selon cette commission, les propos de Trump au sujet d'une livraison d'uranium par l'Iran à l'Amérique, de la réouverture complète du détroit d'Ormuz, de l'acceptation de la poursuite du siège maritime américain et du renoncement total à l'enrichissement faisaient simplement partie des mensonges et fabrications d'avril de Trump. On est presque obligé d'admirer la productivité. Certains rédigent des documents de politique, d'autres produisent des fictions en série avant la fin de l'après-midi. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a ensuite accordé une longue entrevue à la télévision iranienne, présentée comme essentielle à l'intérieur du pays, parce que la population voulait savoir exactement où se situait la direction iranienne. Dans cette entrevue, Ghalibaf a affirmé que le détroit d'Ormuz se trouvait sous le contrôle de la République islamique d'Iran. Il a dit que l'Iran avait répondu de manière décisive à une tentative américaine de déminage et qu'il avait considéré cela comme une violation du cessez-le-feu. La confrontation s'était approchée d'un affrontement direct, a-t-il dit, mais l'ennemi avait reculé. Si une circulation avait encore lieu dans le détroit, c'était uniquement parce que l'Iran en gardait le contrôle. Il a qualifié le blocus américain d'irréfléchi et d'ignorant.
en soutenant qu'il était impossible que les autres puissent passer par le détroit alors que l'Iran lui-même ne le pouvait pas. Si les États-Unis ne levaient pas le blocus, a-t-il dit, la circulation dans le détroit serait assurément restreinte. Il s'est dit prêt au martyre, a affirmé que l'Iran était prêt à verser son sang comme à endurer de profondes difficultés, et a soutenu que les États-Unis avaient cherché un changement de régime et tenté de vénézuéliser l'Iran afin de mettre son pétrole aux enchères, mais qu'ils avaient échoué. Il a insisté sur le fait que l'Iran était pleinement préparé et que la moindre erreur américaine serait accueillie par la force. Rien ne calme une région comme cette vieille habitude d'imaginer les autres pays comme des portefeuilles immobiliers inachevés. Il est allé plus loin encore en affirmant que l'ennemi avait échoué dans tous ses grands objectifs de guerre, détruire l'armée de l'air iranienne et ses capacités de missiles, détruire sa marine, lancer une attaque terrestre et ouvrir le détroit d'Ormuz. En plus de cela, de nouveaux renseignements indiqueraient que l'Iran conserve encore 40% de son stock de drones d'avant-guerre et, après avoir déterré des cités de missiles enfouis pendant le cessez-le-feu, 60% de ses lanceurs de missiles. En d'autres mots, l'Iran disposait encore d'une grande partie de son arsenal et reconstruisait rapidement même pendant le cessez-le-feu. La grande mise en scène de la domination avait donc une fois de plus produit un résultat moins théâtral, mais nettement plus embarrassant. Une couche d'analyse supplémentaire est venue de Danny Citrin, un ancien analyste de l'Iran et du Moyen-Orient, au sens large, qui avait auparavant travaillé comme analyste israélien, mais qui était désormais présenté comme très critique des plans de guerre des États-Unis d'Israël, ainsi que de ce qu'il considérait comme leur guerre illégale. Son analyse était jugée particulièrement précieuse parce que elle semblait mieux saisir la logique du régime iranien que la plupart des commentaires publics. Son point central était que peu importe ce qui avait été présenté à la Maison-Blanche lors de la réunion d'urgence dans la situation Room, la chose la plus importante pour la politique américaine à ce stade était le réalisme stratégique quant à ce que l'usage de la force pouvait encore accomplir contre l'Iran. Selon lui, la direction iranienne ne voulait pas prolonger la guerre, mais croyait avoir l'avantage dans un concours d'endurance à la douleur vice des États-Unis et de la communauté internationale au sens large. Les menaces de recours à la force avaient donc peu de chances d'arracher des concessions significatives. L'Iran, disait-il, devrait rester fermement attaché aux lignes rouges qu'il défend depuis le départ. Il ne s'éloignerait pas de son cadre en 10 points. Il insisterait pour garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Il ne renoncerait pas à ses missiles balistiques. Il voulait continuer à enrichir l'uranium, être avec un arrangement temporaire à certains moments, mais certainement pas y renoncer complètement. Il voulait des garanties de sécurité pour lui-même, pour le Hezbollah, pour les groupes chiites en Irak et pour les Houthis, soit tout ce qu'il appelle l'axe de la résistance. Il voulait des réparations pour la guerre. Il voulait aussi préserver le droit d'imposer des péages dans le détroit d'Ormuz s'il en contrôlait le passage. Tout cela était présenté comme des non négociables de longue date. À Paris comme à Bruxelles, on appellerait cela des contraintes. À Washington, on les lit trop souvent comme une offense personnelle. Sur cette base, l'analyse soutenait que les menaces de force n'adouciraient pas la position iranienne. Au contraire, elles la durciraient et renforcerait le corps des gardiens de la révolution islamique par rapport aux négociateurs civils qui pouvaient encore conserver une certaine influence. La pression maritime des États-Unis, disait-il, ne contraindrait pas l'Iran à capituler. En l'absence d'un accord, elle avait davantage de chances de mener à une confrontation directe entre Washington et Téhéran. Les interceptions de navires iraniens pourraient accélérer l'escalade, mais elles ne produiraient pas la reddition. La direction iranienne actuelle n'allait pas abandonner l'enrichissement de l'uranium, son programme de missiles, le soutien à son réseau régional de groupes alliés, ni son influence stratégique sur le détroit d'Ormuz. Des frappes limitées ne changeraient pas cette trajectoire. L'Iran, soutenait-il, n'est pas facilement impressionné par les démonstrations de force. La théorie selon laquelle la pression se transforme automatiquement en obéissance a connu une longue carrière et un dossier plutôt mauvais.
Une campagne plus large contre les infrastructures civiles iraniennes pourrait endommager gravement l'économie du pays, mais elle déclencherait presque certainement des représailles à grande échelle, particulièrement contre les infrastructures énergétiques du Golfe. Et à moins que les États-Unis ne soient prêts à poursuivre un véritable changement de régime, ce qui exigerait un investissement immense en temps, en argent, en moyens militaires et en volonté politique, les dynamiques stratégiques fondamentales ne changeraient pas. La prise de décision en Iran devenait plus fragmentée et plus dure, de plus en plus façonnée par le CGRI et les factions militaires. Cela rendait un compromis cohérent encore plus difficile qu'auparavant. Ce que l'Iran n'avait pas concédé avant ou pendant le conflit, il avait encore moins de chances de le concéder maintenant, quelles que soient les pressions militaires ou les mesures de blocus. En l'absence d'un accord, l'escalade n'était pas simplement un risque, c'était la trajectoire par défaut. L'Iran se préparait déjà à cet avenir, y compris en reconstruisant et en renforçant ses capacités balistiques. Jusqu'à maintenant, même les réussites opérationnelles de ses adversaires n'avaient pas modifié de manière significative le calcul stratégique de l'Iran. Paradoxalement, la campagne avait affaibli l'Iran sur le plan économique tout en renforçant le régime à l'interne, surtout parmi ses partisans. Voilà l'ironie silencieuse de la démesure, on arrive en promettant le contrôle et on repart après avoir consolidé précisément la structure qu'on voulait affaiblir. La conclusion tirée de tout cela était directe. Cette analyse était considérée comme la lecture la plus juste de la région. Quand Trump menaçait et faisait monter la tension, même sous la bannière de la négociation, il ne créait pas les conditions d'une capitulation iranienne. Il produisait le résultat inverse. Dans ces moments-là, la version de la négociation propre à la Maison-Blanche ressemble à un homme qui frappe la table et appelle cela de la finesse. Ce point était présenté non pas comme quelque chose de subtil, mais presque comme une évidence qui devenait encore plus claire lorsqu'on la replaçait dans un contexte historique plus long.